et vous êtes au cœur de nos parties prenantes. Ça, c'est clairement une des premières choses qu'on fait. Ensuite, dans nos parties prenantes, il y a aussi nos clients. Et ça, c'est le modèle qu'on appelle la relation ternaire. Notre chaîne de valeur, elle est faite de nos clients, des réseaux, donc par exemple avec FEV, savoir quels sont les besoins, de quelle manière on peut vous accompagner. Je ne suis pas en train de vous dire on dira oui à tout, mais en tout cas, le fait que plus on est nombreux à poser et à vouloir changer les modèles et à vouloir avoir une banque qui transforme, parce qu'en fait tous ces sujets-là, c'est des sujets finalement, comment est-ce qu'on veut vivre, comment on veut transformer nos modèles, ça ne se fait pas tout seul, ça ne s'opère pas dans son coin. Jusqu'à aujourd'hui, nous, et c'était normal, hein, enfin je pense que chacun d'entre vous ici, dans une entreprise, on monitor, on regarde le carbone. Nous, on est sorti de ça. Enfin, on n'est pas que sur ce sujet de carbone, on est en train de réfléchir et de voir de quelle manière les externalités positives et les externalités négatives, quelles sont-elles? Est-ce que c'est du vivant? Est-ce que c'est de la biodiversité? Est-ce que c'est sur l'eau? Et voilà, c'est de cette manière-là. C'est vraiment ça qu'on est en train d'établir et qu'on essaie de poser. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais on y avance et on y travaille. Merci Flore. On voulait faire un autre jeu pour vous faire participer et l'idée n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, mais pour parler aussi du rôle du sociétaire, de la demande des clients. On va y revenir aussi dans vos différentes cas de figure. Qui a une assurance vie ici dans la salle à main levée? Moi aussi. Qui, quand il a signé son contrat, a signé pour un rendement à 2,5 sans trop se soucier finalement des externalités négatives que ça pourrait engendrer? Bon, donc le premier finalement levier de pourquoi on demande du rendement en capital et de l'actionnariat, il est ici. Et donc on est tous responsables de finalement driver et financer des opérations que l'on considère plus vertueuses, plus durables. Sofiane, on parle de coopération. Tu es au cœur de tout cet écosystème des entreprises à visée régénérative qui est en train de se créer. Ça m'intéresse d'avoir un peu ton regard sur depuis 1 an, 2 ans, où ça en est, comment ça évolue. Et toi, ton rôle dans tout ça, finalement, c'est aussi de les aider à accélérer. Donc, présente-nous Regen Studio et en quoi vous accompagnez finalement le développement de ces sociétés. Merci. Et avec beaucoup d'humilité, je suis au cœur de rien du tout. J'essaye à mon niveau de répondre à un constat qui a animé la volonté de créer Regen Studio, qui est que est-ce que la finance à impact existe ou pas? Oui, elle existe. Maintenant, c'est quel est en termes de poids aujourd'hui, si on regarde le rapport de l'UNEP 2023, 7 000 milliards de dollars sont fléchés vers des activités qui détruisent la planète, versus 200 milliards qui sont fléchés vers des solutions fondées sur la nature, qui ont donc pour visée de restaurer, régénérer, avoir de l'impact social. Donc, cet écart-là, c'est ce qui a motivé. Donc ça, c'est un peu la big picture. C'est très conceptuel, on va dire. C'est des gros rapports internationaux, etc. Maintenant, quand on descend d'un point de vue plus concret, l'autre constat, c'est que les acteurs qui sont sur le terrain, les ONG, les assos, les startups à impact, entre guillemets, les coalitions d'acteurs aussi, finalement, donc c'est-à-dire à la fois une start-up avec une asso, avec un corporate, donc cette diversité de structures qui ont des projets dans les territoires, soit auprès d'agriculteurs, soit auprès d'écosystèmes à restaurer, soit sur des vocations plus éducatives, etc., en fait, peinent à trouver des financements, ou alors ça prend beaucoup de temps. Quand on regarde chez une association, le temps dédié en fait au fundraising, c'est près de 40% du temps, et donc Regen Studio, l'idée c'était de se dire comment on accélère l'accès au financement pour des structures qui ont déjà quelque part ce qu'on dit dans le jargon financier un track record, quoi, des références, déjà un peu d'impact, une viabilité économique. Et donc là on est vraiment dans l'hybridation, c'est-à-dire on va chercher des projets, parce que la finance a du mal à financer des projets, ils financent des actifs, ils financent des sociétés, des SPV, mais des projets, c'est souvent un peu plus compliqué parce que c'est comment on va mélanger de la philanthropie avec de l'investissement, de la private equity, avec des subventions, etc. Donc tout l'enjeu est de se dire comment on s'inspire du vivant, de cette diversité qui nous entoure, des interactions qu'il y a dans les écosystèmes, etc., pour faire une analogie, et comment on va aussi mélanger différentes sources de financement et différents types d'acteurs. Et donc Regen Studio est né de ce constat-là et de cette envie-là, quelque part, d'aller chercher les projets, parce qu'on a besoin aussi de projets robustes, de projets avec beaucoup d'ambition,
il y a un trou dans la raquette aujourd'hui dans la recherche de financement sur des montants entre 200 000 jusqu'à 4 millions, parce que ça ne rentre pas dans les cases de financeurs traditionnels. Soit c'est trop petit, soit c'est pas assez... Enfin voilà, ça ne rentre pas dans les modèles, quoi. Donc sur ces poches de financement-là, il y a peut-être beaucoup à faire. Et donc, c'est un peu notre métier chez Regen Studio. On a monté un partenariat avec Make Sense. On accompagne aujourd'hui. Donc, on a lancé un programme d'accélération. On a identifié 10 projets qu'on est en train d'accompagner en France, en Europe et sur le continent africain, qui sont portés soit par des associations, des ONG et des startups aussi, des PME. Et donc on les accompagne à structurer leur modèle économique, à monter des partenariats transformatifs, soit avec des chercheurs, soit avec des industriels, soit avec des collectivités. Et en fait, le financement vient en bout de chaîne. C'est quand le projet est finalement intéressant, séduisant, crédible. Là, le financement, finalement, c'est plus facile à l'obtenir. Et aller chercher 50 000 ou 500 000 euros, des fois, c'est la même peine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis des critères aussi pour des projets qui ont des besoins de financement entre 200 000 jusqu'à 2 millions d'euros. Et donc, c'est un programme de 6 mois. Et on les accompagne voilà, à construire ce qu'on appelle une data room. On va aussi sur le terrain, on va mesurer aussi, les aider à les outiller ou à les connecter avec les bons acteurs qui vont les aider à mesurer leur impact et à valoriser cet impact auprès de financeurs ou de partenaires. Et après, le meilleur financement, c'est aussi celui du service qu'on vend ou du service qu'on apporte. Ce n'est pas que la subvention, que le private equity, c'est aussi l'argent qui est dans le monde économique. Et il faut rendre aussi un service quelque part. Et comment Donc on est beaucoup sur les questions d'hybridation, d'accompagner des assos, à monter des SAS, l'asso actionnaire d'une SAS, d'hybrider aussi ces modèles-là. Et c'est pas facile en France parce qu'il y a un cadre réglementaire aussi qui dans un certain sens, il est utile, il a été pensé pour, et dans un autre sens, qui peut être obsolète sur certains aspects. Donc on joue sur cette ligne de crête entre différents types de financement, différents types de structures, mais avec une finalité qui est qu'on choisit des projets qui visent à régénérer les sols, régénérer des zones humides, en lien avec aussi des secteurs type agricole, alimentaire, parce que c'est le secteur qui est le plus connecté au vivant quelque part, en tout cas où les impacts directs sont les plus évidents. Et après, on a d'autres projets plus, on va dire, liés à la conservation de la biodiversité, qui sont voilà, un secteur particulier. Et donc, comment on connecte à la fois chaîne de valeur, territoire, et aussi des projets de technologie. On a besoin aussi de nouvelles technologies, mais ce n'est pas le cœur de notre programme. On pense qu'il y a eu déjà beaucoup de financements drivés par le private equity dans les startups tech pour la nature ou pour le climat, mais on en a besoin. Hein. Donc, mais c'est comment on les insère dans un collectif quelque part, ou dans un projet collectif. Voilà, j'ai pas mal parlé, mais c'est ce que ça m'inspire comme réponse. Et tu vas parler encore un tout petit peu. Est-ce que s'il y a des personnes dans la salle qui justement sont dans la création d'entreprises sur des modèles à visée régénérative, est-ce que tu as un exemple en fait de financement qui peut être mobilisé, un ou plusieurs, peut-être à des échelles internationales, nationales, pour voilà, être très concret? Ok, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un projet, on peut tenter, sinon je prends un projet fictif, un cas d'usage. Déjà ça dépend évidemment de la région. Si on prend le cas français, pour se concentrer sur la France, il y a les déclinaisons de ce qu'on appelle la planification écologique, donc France 2030, le fonds vert principalement. Donc là, on vit une période un petit peu tumultueuse, donc les budgets ne sont pas encore totalement votés, il y a un peu de marche arrière sur certains sujets. Après, j'aime bien dire que si on regarde depuis 20 ans, il y a quand même eu une augmentation des financements dédiés à la transition, à l'écologie, à la biodiversité, si on regarde sur le temps long. Mais c'est vrai que là, les dernières années, on a un backlash qui est évident. Et donc, du coup, sur les questions de financement en France, c'est compliqué, mais c'est les acteurs qu'on connaît tous. Hein, c'est la BPI, l'ADEME, France Active, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, où il y a quand même beaucoup d'offres à la fois de subventions, de prêts subordonnés. Donc là, il y a quand même une quantité assez importante. Après, il y a ce qu'on va retrouver au niveau des collectivités et des régions aussi. Donc ça, c'est plutôt, ça vient de l'Europe et c'est redirigé ensuite. Donc il y a tout ce qui est FEDER. On va retrouver aussi ce qu'on appelle les appels à projets en cascade des projets européens. Donc voilà, tout dépend, je dirais, si on prend un projet, on va dire, de start-up qui... là, c'est assez fléché, on va dire, c'est quand même, il y a assez d'informations là-dessus. Nous, l'objectif, c'est d'identifier les fondations
aussi qui visent des projets autour de la biodiversité. Donc il y a un ensemble de fondations dédiées à la biodiversité. Je pense que je les ai croisées aussi, mais des plateformes intéressantes comme le Poids du Vivant, qui permettent en fait de connecter des entreprises qui veulent avoir des actions sur la biodiversité avec des projets portés par des associations d'intérêt général. On a 1% pour la planète aussi, donc ça c'est plus pour la partie associative. Et donc voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les financements alternatifs. Et donc là, c'est lié aux fameuses externalités positives dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, c'est plus lié à la finance carbone. Donc là, en France, on a le label bas carbone, qui est un dispositif qui permet en fait à des porteurs de projets qui vont planter des haies, promouvoir de l'agroforesterie, arrêter le labour, prendre soin des sols, d'accéder à du financement carbone, à condition d'avoir des acheteurs de ces certificats. Parce que c'est ça la grosse problématique aujourd'hui, c'est de connecter des acteurs qui, dans le cadre de leur reporting extra-financier, ont besoin de ces fameux certificats, donc de connecter ces projets. Donc ça, c'est un petit peu ton expertise, je crois, Arthur. Et on a aussi des innovations, là récemment, ce qu'on appelle le crédit du vivant, développé par WWF et Milpa, à travers leur programme Humus. Et donc là, on vient créer un crédit carbone. Donc là, on ne s'appuie pas sur le label bas carbone dans ce cadre, mais sur des standards internationaux, Verra notamment, sans rentrer dans les détails. Et donc là, on va ajouter en fait au prix carbone, de la tonne carbone, un premium par rapport à l'impact biodiversité du projet. Donc ça, c'est des moyens aussi d'aller apporter plus de financement à des projets agroécologiques, mais c'est tout récent sur la partie biodiversité. C'est encore vraiment émergent, et c'est important de le souligner. Et l'Union européenne a sorti récemment sa feuille de route Crédit Nature. Donc voilà, il y a avec des risques derrière de financiarisation de la nature, évidemment. Mais quand il y a des opportunités aussi pour financer des projets qui peinent à trouver ces financements-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir ces financements, il y a aussi beaucoup, on parlait tout à l'heure d'engineering, donc beaucoup de montage de dossiers, de due diligence, etc., que parfois certaines assos n'ont pas les outils, les compétences pour, ou alors les projets sont trop petits. Il y a aussi ce problème-là que des petits projets qui ont un peu d'impact, on en a besoin, mais comment on relie des petits projets pour les rassembler ensemble. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire chez Regen Studio avec les assos qu'on sélectionne, les projets qu'on sélectionne. Ce n'est pas que des assos, c'est aussi des PME, des startups. Mais comment regrouper des petites initiatives. Et là, la notion de coalition est importante, parce que c'est ces coalitions qui permettent d'aller accéder à des instruments que tout seul, on n'aurait pas pu aller chercher. Merci Sofiane. Ça fait beaucoup d'exemples d'ailleurs, donc si vous avez d'autres questions sur les financements, n'hésitez pas à aller voir Sofiane en fin de table ronde. Et je souscris à ce que tu dis. Le carbone, la biodiversité deviennent des nouvelles valeurs économiques que les entreprises, les financeurs commencent à comprendre. Aujourd'hui, il faut aussi tout un cadre derrière pour qu'elles puissent être valorisées et que ça soit reconnu. Parce que bon, on le sait, en tout cas je parle côté entreprise, elles se regardent un petit peu toutes dans le champ de faïence pour voir laquelle va dégainer en première. Et en général, il y a beaucoup de copies les unes sur les autres. Donc on a besoin aussi, en complément de ces mécanismes, de cadres qui permettent de reconnaître au niveau de l'autorité des normes comptables, des IFRS, des choses de l'ancien temps, mais avec lesquelles il faut faire, des cadres qui permettent d'accélérer le mouvement. Je retiens un point hyper important, et Simon, ça doit faire écho avec ton modèle, l'hybridation des flux de financement. La solution n'est pas unique. Est-ce que tu peux, Simon, nous représenter, pour ceux qui le connaissent peut-être déjà, le modèle de FEV, et justement en quoi cette hybridation elle est un petit peu clé dans ce que vous avez développé? Donc effectivement, le modèle de FEV, c'est d'avoir créé une foncière, donc indépendante de FEV, la structure qu'on a créée, qui va, elle, lever des fonds pour permettre l'investissement dans les fermes. Donc c'est cette foncière qui est propriétaire du foncier qu'elle met à disposition des agriculteurs. Effectivement, nous, dès le départ, le modèle n'a pas été uniquement d'utiliser l'épargne d'institutionnels, donc de grosses structures qui elles-mêmes collectent de l'argent, mais de s'adresser en direct aux citoyens. C'est un peu et ça s'adapte bien à l'agricole, c'est un peu le circuit court du financement. Donc ce qu'on fait en aval, on pousse beaucoup nos agriculteurs à avoir du circuit court, on le fait aussi en amont, donc on s'adresse directement aux citoyens, ce qui permet déjà d'avoir différentes sources de financement avec des enjeux assez différents. On a quand même dans les citoyens des gens qui sont extrêmement impliqués. Dans l'agricole, il faut savoir que ce n'est pas des secteurs extrêmement rentables.
Donc nous, on promet des rentabilités aux alentours de 2%, 3% maximum. Donc c'est relativement faible. Mais la plupart des citoyens, en tout cas beaucoup, sont prêts à accepter des rentabilités faibles pour des risques peu importants, mais avec vraiment une visée à impact. Et là, pour le coup, la transition vers des modèles agricoles plus vertueux. Donc le fait d'être en circuit court, ce que je dis en circuit court en direct, mais pouvoir vraiment en toute transparence montrer à quoi est destiné l'argent, c'est extrêmement puissant. Ça nous a permis d'aller très vite. Enfin, en 5 ans, rien que cette année, on va lever aux alentours de 30 millions d'euros à notre 5e année d'existence. Donc c'est quand même très efficace. Et voilà, ces différentes sources de financement nous permettent d'accélérer de cette manière. C'est aussi d'avoir ces piliers, c'est aussi rassurant pour les institutionnels qui eux peuvent amener de plus importantes quantités d'argent évidemment, mais eux ça les rassure de savoir que notre modèle est aussi complémentaire par rapport à ce qu'eux peuvent faire. Et ça permet aussi de sélectionner des institutionnels qui eux-mêmes investissent sur le temps long, comme tu disais tout à l'heure, et ne recherchent pas une rentabilité immédiate à 2 chiffres. Voilà. Et hors rentabilité, l'immatériel derrière tout ça, ça rebondit aussi avec ce que disait Sofiane, c'est l'ancrage territorial dont tu parles. Et en fait, les nouveaux récits aussi en sous-jacent, qui en découlent pour vos épargnants, vos clients épargnants. Ça, c'est pas de la valorisation financière, mais c'est un point hyper fort dans le modèle que vous portez. Oui, en fait, les investissements qu'on propose sont au final extrêmement concrets. Enfin, c'est des fermes donc sur lesquelles on peut communiquer. Donc oui, le citoyen, alors il y en a beaucoup qui nous demandent s'ils peuvent flécher leur argent directement sur une ferme de leur territoire. Ça, c'est compliqué parce que on a une foncière qui investit dans une multitude de fermes. Mais en tout cas, sentir un peu cette proximité avec son territoire, de la production sur son territoire, potentiellement même la consommation du coup de produits fabriqués sur ces fermes, sur ce territoire, c'est extrêmement important et ça fait vraiment partie du modèle. Ce côté communication et mise en valeur de ce qui est fait avec l'argent mis à disposition par les citoyens. Ça donne beaucoup de sens. Merci Simon. Jérémy, peut-être nous rappeler ce que fait Kinest assez rapidement et qu'on touche ensuite du doigt le sujet de comment vous sélectionnez les projets. Tous les projets aujourd'hui ne sont pas à visée régénérative, donc il faut être très sélectif si on veut pouvoir pousser ces sujets-là. Voilà, vous, quelle est votre approche? Quelles sont peut-être les méthodologies aussi que vous utilisez? Et peut-être qu'on pourra ensuite faire un tour de table sur ce sujet de la méthodologie, de la mesure d'impact et de la due diligence que vous faites sur les projets. Merci. Je vais revenir un petit peu sur la définition, je pense, de la finance régénérative pour expliquer le parti pris de Kinest. Moi, je suis arrivé dans le sujet de la finance durable en 2012 quand j'étais à la Caisse des dépôts et on travaillait sur l'investissement socialement responsable. Et donc, c'était la mise en place des pratiques autour des critères ESG pour environnement, social et gouvernance. Et à cette époque, en fait, il s'agissait d'évaluer notamment les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, etc., sur ces critères-là. Et c'est important, je reviens dessus, parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut parler de finance durable, de finance verte, en parlant en fait d'entreprises cotées en bourse, de grandes multinationales qui sont bien notées, plutôt bien évaluées sur ces critères ESG. Et donc je donne un exemple, Total Energy aujourd'hui est noté A sur l'ESG. Donc ça veut dire qu'il rentre dans les portefeuilles de fonds d'investissement dits verts. Il y a eu d'ailleurs une étude en 2023 du Guardian notamment qui a montré que 50% des fonds dits verts, labellisés verts, investissaient dans les énergies fossiles. Donc pourquoi je prends cet exemple-là? Pour revenir sur la distinction de finance à impact. En fait, en disant ça, en fait, on pourrait presque dire que limite Total Energy pourrait rentrer dans la finance à impact. Non, l'idée c'est quand même d'avoir un parti pris qui soit clair. Le parti pris de Kinest, c'est non pas financer des sociétés qui soi-disant font un effort, notamment en termes de communication, sur de soi-disant bonnes pratiques ESG, mais d'avoir des entreprises qui, by design, par nature, ont une contribution positive éprouvée, notamment sur le sujet de la transition écologique, de la décarbonation. Et donc ça, c'est au cœur du parti pris de Kinest, qui est effectivement de développer une méthodologie de sélection de ces projets pour s'assurer que derrière, les solutions qu'on propose à l'investissement citoyen, et donc là, c'est sur le même format que FEV, nous, on s'adresse à vous,
On s'adresse aux citoyens en circuit court, en circuit direct, pour financer directement ces sociétés, avec une garantie qui est notre méthodologie, qui passe par différents critères de sélection et qui passe aussi par des partenaires. On ne fait pas ça tout seul. Et c'est mon deuxième aussi sujet que je voulais évoquer, c'est que quand on parle de finances régénératives, je pense qu'il y a le sujet de quoi, qu'est-ce qu'on finance, quel type de projet. Donc ça, on pourra en revenir sur les critères, sur la méthodologie. Mais il y a aussi comment on le fait, comment on finance. Et typiquement, le fait de proposer de la finance citoyenne, de proposer à tout un chacun d'investir dans ces projets. Donc nous, on le fait à partir de 500 €, donc d'investir dans des projets qu'on a sélectionnés. C'est aussi un parti pris parce que derrière, en termes de gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kines prend une part significative du capital de ces sociétés et au travers de vous, au travers des citoyens qui participent via notre plateforme, en fait, on peut influer sur la gouvernance des sociétés qu'on finance. Et ça, c'est hyper important parce que derrière, on ne laisse pas simplement les grands financiers, les fonds d'investissement, etc., qui peuvent avoir des pratiques derrière assez classiques, même certains fonds d'investissement divers qui vont financer certains types de boîtes, mais qui vont avoir des pratiques de gouvernance classiques, c'est-à-dire à visée principale de retour sur investissement pour leurs actionnaires, pour leurs LPs. Nous, on va faire ça un peu différemment. On va le faire certes avec un objectif de retour financier, mais on va le faire aussi avec une participation citoyenne, c'est-à-dire que quand les citoyens investissent, ils peuvent aussi donner leur avis, ils peuvent voter aux AG, on va les faire participer, ils peuvent contribuer sur certaines thématiques, sur certains sujets opérationnels dans l'entreprise. Et donc tout ça finalement, c'est créer un cadre de finances écosystémique où on va en fait changer un petit peu les règles du jeu et on va essayer de créer un cadre qui sera peut-être davantage porteur pour notamment faire plus d'horizontalité, plus de participation citoyenne et non pas uniquement le schéma classique qui est des gros fonds, des grosses sociétés de gestion qui investissent. Donc pardon, je n'ai pas répondu du tout à ta question sur les sujets des critères, mais ça me semblait intéressant de nourrir le débat sur non pas simplement le quoi, donc quel type de projet, mais aussi le comment on le fait. Voilà. Je ne sais pas si... Merci Jérémy. En fait, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans le comment, ces sujets de gouvernance, ils sont très importants. Et quand on rentre dans des structures qui sont des coopérations, c'est ce que vous faites finalement. Vous demandez aux citoyens de participer. C'est exactement la même structure que nous. On demande à chacun de prendre sa part et d'aider à ce qu'on fasse évoluer les choses. Donc voilà. Mais j'attends de voir ce que tu vas nous dire sur la partie comment tu analyses justement chacun de ces dossiers. Donc pour entrer dans le vif du sujet, donc on a développé une méthodologie autour de 15 critères d'analyse sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, qui est notre grille de lecture initiale, c'est l'environnemental. C'est-à-dire qu'on ne va pas financer un projet qui n'a pas un impact positif, qui peut être soit éprouvé, soit en tout cas qui va être évalué plus tard sur ce sujet, donc en particulier autour des émissions évitées. Donc pour ce critère-là, on va notamment s'appuyer sur le protocole des dividendes climat pour les projets qui seront éligibles, c'est-à-dire mesurer la contribution positive des entreprises au travers du nombre de tonnes de CO2 évitées, ce qui donnera lieu à la fin à une redistribution de la quote-part de dividendes climat au prorata de détention du capital des actionnaires qui auront financé ces projets. Le deuxième critère de sélection, en tout cas pilier principal, c'est l'économique. Il faut que ce soit des projets qui ont une viabilité économique, puisque derrière on cherche en fait à avoir de l'impact, et pour avoir de l'impact, il faut que ce soit des projets qui puissent s'autofinancer. Donc à un moment donné, ils ont besoin de financement initial, mais une fois qu'ils ont eu ces financements initiaux, il faut qu'ils aient un modèle économique viable pour qu'ils puissent grossir et avoir un impact qui va s'accroître. Et aussi parce qu'on cherche bien sûr des investisseurs à la fin qui vont le faire pour un retour, et pas simplement pour un retour extra-financier, mais aussi pour un retour financier. Le troisième critère très important, c'est l'humain. Le troisième pilier, c'est l'humain, parce qu'on finance des projets qui sont souvent des projets dits early stage, donc qui sont des projets en lancement, qui ont souvent moins de 5 ans. Et pour ça, c'est l'humain qui est le plus important, l'équipe dirigeante, l'écosystème d'investisseurs, de conseillers, de mentors qui sont autour de l'équipe, parce que c'est un des facteurs clés de succès. J'y suis bien placé pour évaluer ça en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et donc, on a ces critères-là. Et à côté de ça, donc on a une méthodologie où on donne une évaluation sur ces critères-là. Et ensuite, on travaille avec des partenaires. Et ça, c'est très important aussi sur cette thématique un peu d'économie régénérative. C'est qu'on ne travaille pas en vase clos.
On est dans un écosystème avec un certain nombre de partenaires. J'ai évoqué les dividendes climat. On travaille également avec Team for the Planet qui a développé sa propre méthodologie d'évaluation de projet. Et donc aujourd'hui, on cofinance, en tout cas, on permet à des citoyens d'investir directement dans certaines sociétés qui ont été financées au départ par Team for the Planet sur une approche complémentaire. Et puis on travaille aussi avec d'autres initiatives comme la Fondation Sora Impulse qui a également son propre outil d'analyse, de méthodologie d'analyse des projets sous l'angle climatique et également tout un réseau de parties prenantes, notamment financiers. Et donc tout ce cadre-là nous permet derrière d'avoir un niveau de sélectivité qu'on juge élevé puisqu'on sélectionne à la fin un dossier sur 20 entreprises entrevues par mois. Et on présente une seule entreprise par mois sur notre plateforme pour l'investissement citoyen. Parce que l'idée, c'est pas quoi? C'est pas de dire aux citoyens de prendre les risques, de prendre tous les risques en finançant tout type de projet. Mais c'est quand même d'avoir, nous, une sélectivité qui soit suffisamment forte pour s'assurer que derrière, l'épargne soit la mieux fléchée possible sur des projets qui ont le plus de chances de réussite, à la fois du point de vue de leur impact extra-financier, du point de vue, bien sûr, économique et financier, et du point de vue de l'aventure humaine, des emplois qui seront créés autour, etc. Merci Jérémy. Donc il n'y a pas que le taux de retour sur l'investissement, maintenant il y a aussi le taux de retour carbone, ce que tu dis avec les dividendes climat peut valoriser aussi la performance d'une entreprise via ces mécanismes. Tu disais qu'il y avait des représentants dans la salle, si vous voulez peut-être, voilà, s'il y a des questions, vous savez qui aller voir. Donc on a collecté de l'argent avec des systèmes peut-être hybrides à différentes échelles. On a parlé de la gouvernance, des modèles coopératifs, la due diligence de vos projets. L'étape d'après, c'est comment on mesure l'impact de ces projets, les externalités. Je vais un peu vous poser la même question, Flore et Simon. Peut-être d'abord toi, Simon, comment vous vous y prenez chez FEV et pareil, comment montrer patte blanche en fait finalement à vos clients sur le sujet de l'impact généré? Alors ce qu'on fait n'a rien d'extraordinaire, hein. Ça va être de mesurer exactement le nombre de fermes qu'on va accompagner dans la transition. Sur ces fermes-là, les surfaces converties au bio, les kilomètres de haies implantées, l'intensité des cultures. Voilà, toute une série d'indicateurs qui sont relativement classiques en agronomie. Mais je dirais que nous, notre particularité, c'est comme on s'adresse à des citoyens et qu'on est sur du temps très long en agricole. En fait, nos investisseurs, je ne vais pas dire qu'ils s'en fichent, mais quasiment ont des indicateurs. Eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir combien de fermes on a accompagnées, de savoir qu'on fait du bio, qu'on implante des haies, voilà, qu'on est sur le bien-être animal, qu'on fait que de l'élevage extensif. Et à partir du moment où ils savent ça et qu'ils le voient dans ce qu'on reporte de manière très transparente, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de toute cette série d'indicateurs sur le stockage du carbone dans les sols, l'impact sur l'eau, sur voilà, toute une série de choses que pour autant on va mesurer, mais voilà, qui ne fait pas trop de sens, on va dire, pour le citoyen. Par contre, c'est important pour les investisseurs institutionnels. Ils ont toujours besoin de KPI. La difficulté, c'est qu'on est en agriculture, c'est du temps très long. En gros, une année culturale, c'est un essai, donc vous pouvez vous planter 2, 3, 4 fois avant de réussir. Du coup, l'impact mesurable va être long à mesurer. Ça peut être sur 3, 4, 10, 15 ans avant d'avoir des impacts très significatifs. Et donc c'est assez peu adapté à des structures qui ont besoin d'une année sur l'autre de montrer que ce dans quoi elles investissent progresse. Mais malgré tout, voilà, on y arrive parce que c'est des gens relativement patients avec qui on travaille. Et voilà, et de toute façon on est là sur le temps long. On travaille beaucoup sur une partie un peu recherche parce que l'agroécologie, c'est une science jeune. On ne connaît pas tout, on va découvrir des choses. Donc voilà, il y aura certainement des erreurs, des choses qui ne seront pas hyper pertinentes au démarrage, mais voilà, on est accompagné par des gens qui le comprennent. C'est une parfaite transition. Donc on fait partie des personnes qui avons cette patience, mais on n'a pas que ça en fait. J'écoutais ce que tu disais, Jérémy. Au-delà des nouveaux projets, il y a aussi tout ce qui est legacy, les projets qui sont déjà là, les structures qui sont existantes, les assos qui sont déjà dans les territoires, les entreprises qui sont déjà. Et on se doit aussi de les accompagner. Et en fait, ces problématiques-là, nous, on se les pose au quotidien. Donc quand tu me demandes comment est-ce que je les finance, comment je les accompagne, on ne va pas se mentir. Des fois, on a des dossiers sur lesquels on se questionne
Et en fait, c'est aussi de l'échange, parce que tu l'as dit, ça commence par de l'humain. Et sur chaque dossier sur lesquels, a priori, on pourrait ne pas y aller, on va regarder les indicateurs effectivement environnementaux, il y a des critères, il y a une grille qui est posée, mais pas que. Ce ne sera pas focus carbone. Parce que si derrière, on a un impact positif qui va être d'un point de vue social, on est sur le territoire et en fait, on va préserver de l'emploi, ça rentre en compte. Si sur le sujet, on est sur un sujet de préservation de la biodiversité, ça rentre en compte. Et c'est pas binaire en fait. Enfin, il faut arrêter. Il n'y a rien de polarisant. Il n'y a pas de mauvais projets ou de bons projets. Il y a plus des projets qu'on doit accompagner et comment on les accompagne. Après, il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, clairement, s'il n'y a pas une volonté d'être, j'utiliserai pas le mot, j'en suis pas encore au stade de la régénération, mais s'il n'y a pas une volonté de changer, de transitionner, ce ne sera pas possible. Ce sera difficile en tout cas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tous ces projets-là, on les a déjà au portefeuille et on a des gens très engagés à nos côtés qui ont envie de faire évoluer les choses. Donc merci, on est content de travailler avec FEV, mais tous les projets, on a envie de les étudier. On ne dira pas forcément oui, mais en tout cas, ça nous fait grandir et aussi comprendre les problématiques que vous rencontrez. Et ça, c'est très important. Et je pense que pour tous les acteurs autour de la table, c'est important de comprendre comment on accompagne aussi bien le legacy, donc ce qui existe aujourd'hui, et les nouvelles structures. Merci Flore, et je retiens aussi deux choses hyper importantes. Merci d'avoir parlé de l'impact humain aussi sur ces sujets-là. Et je vois Simon qui hoche de la tête. Et puis, Sofiane, tu voulais réagir, j'ai l'impression. Merci. Ouais, je voulais juste dire un mot sur le mot impact qu'on entend beaucoup et qui est omniprésent. Et je pense que Simon a dit quelque chose d'important. L'impact, c'est sur le temps long. En fait, l'impact, c'est l'effet d'un changement. Et souvent, des KPI de résultats ne sont pas des KPI d'impact. L'impact, c'est qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on a fait basculer, en quoi notre action, en quoi l'euro dépensé a changé le statu quo. Et pas le statu quo avant, après. Le statu quo avec et sans. Ça, c'est important parce qu'en termes de réflexion, et c'est là on a besoin de la recherche aussi pour mesurer l'impact. Et donc, il y a l'impact des due deal impact de fonds d'investissement. Et il y a la mesure d'impact scientifique dont les économistes et certains scientifiques sont payés pour faire ça. C'est où le juste milieu? On ne va pas mettre de la mesure d'impact partout. Mais voilà, je voulais juste préciser ça parce que souvent on parle d'impact et je pense qu'on lui donne une dimension qui n'est pas vraiment celle-là. Et donc avant les critères, parce que tu avais posé une question sur les critères aussi de sélection, etc., il y a aussi la thèse d'investissement ou de financement. Et exactement. Donc et ça a beaucoup d'implications sur la sélection des projets, parce que si la thèse d'investissement, elle cherche un TRI au-delà de 3%, je me pose des questions sur finalement l'impact sur le vivant. Est-ce qu'on a vraiment un impact sur le vivant au-delà de 3% de TRI? Ce serait une étude intéressante à faire, quoi. Merci Sofiane. On voulait vous laisser quelques minutes pour nous partager vos questions. Peut-être nous rappeler, vous, vos prochaines échéances, vos prochains objectifs avec quelques ordres de grandeur. Pardon. Tu les as cités côté FEV, mais tu peux compléter. Voilà. Alors nous, avant le 31 décembre, on souhaite lever 20 millions d'euros. Donc en 2 mois, beau challenge. Donc c'était à partir entre le 1er novembre et le 31 décembre. Donc on vient juste de commencer. On a quelques institutionnels, évidemment, qui nous ont déjà dit qu'ils participeraient, donc quelques millions d'euros déjà engrangés. Mais évidemment, on va faire massivement appel à l'épargne citoyenne. Donc si vous souhaitez investir avant le 31 décembre, allez-y. Vous bénéficiez en plus d'une réduction d'impôt, puisqu'on a un statut entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, 25% de réduction d'impôt. C'est le moment d'y penser avant le 31 décembre, donc n'hésitez pas. Ça tombe bien, nous continuons à accompagner l'ESS. Et au-delà de ça, si vous avez un peu de temps, regardez, on a notre rapport d'impact volontaire. Cette année, pour la première fois, on a posé une structure donuts. Comment est-ce qu'on regarde les critères frontières planétaires et comment, de l'autre côté, on regarde la partie plancher social. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les externalités positives et négatives sur ces sujets-là? Allez le voir. Et très important, si vous ne savez pas quoi faire demain soir, et d'ailleurs même si vous avez, prenez une bière, venez tous avec vos amis, mettez-vous devant la télé. Il y a Play for Life, un événement qui est
Enfin, c'est un moment de symbiose. C'est sur Ushuaïa TV, il sera aussi un replay sur TF1. Enfin, je fais juste ma moment promo parce que je pense que c'est un moment qui était hyper important et vous comprendrez pourquoi je vous en parle. Ce que je recherche sur les next steps, c'est justement de réussir à faire de la symbiose et comprendre mes parties prenantes et surtout le récit qu'elles souhaitent avoir. Donc mon enjeu à venir, c'est d'écrire ensemble ce récit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez que nous, en tant que banque coopérative, on ait comme raison d'être? Est-ce que vous voulez qu'on continue à accompagner tel ou tel secteur, ou est-ce que vous avez envie plutôt qu'ensemble, on accompagne plutôt ce secteur-là ou ce secteur-là? Mais pour ça, venez, engageons la discussion, devenez sociétaire. Et alors de notre côté, bon, c'est pas des aussi gros montants que chez FEV, mais on cherche 10 millions d'euros pour 10 projets en France, en Europe. Voilà, c'est des projets collectifs, quoi. C'est évidemment pas... voilà, je ne dis pas pour collecter et passer le chapeau après, mais c'est pour vous donner nos objectifs. On est actuellement en train d'aller lever de l'argent pour des ONG, des assos qui désimperméabilisent des sols en milieu urbain et qui font de la production de fleurs locales pour contrer ce qu'on importe de Bolivie ou d'Amsterdam et en réinsérant en plus donc des projets où on va avoir de la réinsertion sociale, de la désimperméabilisation des sols, des continuités tram brune et en plus c'est rentable. Enfin, bon, pas trop, faut pas le dire, moins de 3%, mais voilà, donc des exemples de projets de ce type-là. Et voilà, c'est la mission. Et évidemment, je pense que Jérémy a dit quelque chose d'important, c'est d'être entouré. Donc on a pas mal de partenaires qui nous aident à regarder les dossiers. Donc on cherche aussi des nouveaux dossiers, des nouveaux projets, des nouveaux récits à accompagner pour la seconde promo. De mon côté, je ne vais pas donner de montant chiffré, plus sur une vision à partager. Keenest, ça veut dire le plus enthousiaste en anglais. Et en fait, c'est une vision qui est de dire qu'aujourd'hui, on a plein de manières de se résigner face à l'actualité, face à la trajectoire dans laquelle on est. Et nous, un de nos objectifs, c'est en proposant du coup d'investir dans des projets, c'est aussi donner de l'enthousiasme sur ça existe. Il y a des solutions qui existent, il y a des super boîtes qui sont en train d'être créées en France, en Europe. Et donc, moi, le message à faire passer, c'est n'hésitez pas à vous inscrire sur Keenest, ne serait-ce que pour voir le type de solutions qu'on propose. On essaie d'être très pédagogique sur la manière de présenter les solutions. Ce n'est pas juste investissez, c'est voici tel projet qui est là, voici telle innovation, qu'est-ce que vous en pensez? On demande aussi souvent l'avis aux personnes. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire pour aller voir une fois par mois ce qui se fait de mieux, on l'espère, sur la thématique de la transition écologique. Je te pique le micro. En fait, j'ai une petite fierté, je tiens quand même à le dire. On se lance dans un projet de renaturation. Enfin, on va choisir des projets de renaturation chaque année. Et voilà, on va les financer. Donc je suis hyper contente parce que ce projet, depuis que je suis arrivée, j'y tenais et on le fait. Voilà. Merci à tous. Et reprenez la main sur votre épargne, sur vos investissements aussi. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Donc, on a les projets, on a les solutions. Maintenant, massifions le mouvement. Ce que vous m'aviez partagé aussi pendant la préparation, ça paraît pas être des montants énormes. On parle de dizaines, de centaines de millions d'euros. Mais prenons conscience, là, collectivement, du baby step, de la technique des petits pas. Je pense que voilà, en 3 ans, et dans 3 ans, il y a encore beaucoup de chemin qui a été fait et qui sera fait. Donc voilà, félicitations à vous pour tout ce que vous faites. Il nous reste quelques minutes. Évidemment, ça va être frustrant, on va devoir couper. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez que le panel soit encore là pour nous les poser. Et je fais passer le micro. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question très pratico-pratique. Moi, je suis responsable RSE dans une entreprise qui conçoit des jouets et des peluches. Je me demande comment financer la bascule, en fait. Donc, en fait, l'économie circulaire, on connaît l'ADEME, on connaît la BPI. Il y a le côté subvention, financement, et il y a le côté investissement. Aujourd'hui, comment on convainc nos DAF, nos dirigeants, de changer de banque, de poser les questions aux banques? Enfin, quels sont les outils concrets pour une entreprise pour les amener là-dessus? Parce qu'on sait financer un bilan carbone, on sait financer, voilà. Mais la régénération, je ne connais pas, peut-être que l'ADEME le fait, bon, ils ne sont pas autour de la table, mais concrètement, quels sont les outils et quels sont les moyens d'amener ce sujet au sein de l'entreprise auprès de nos financiers et de nos investisseurs? Merci. On va peut-être prendre une autre question
On va faire 2 par 2, sauf s'il n'y en a pas. Flore, à toi. Non, mais alors moi, je vais avoir une réponse très courte. C'est quand vous voulez, on s'appelle et je viens et vraiment on en discute et je leur explique pourquoi c'est important et pourquoi ça a de l'impact. J'adore dire ce mot. Non, c'est une petite boutade. Enfin, pourquoi on doit s'inscrire sur du temps long, mais que le temps long, c'est maintenant. Ah non, mais alors franchement, enfin sincèrement, il n'y a pas de problème. On peut appeler mes confrères qui sont aussi de très bonnes factures, qui travaillent avec moi. On n'est pas là pour se faire la guerre, on est en coopération. Et s'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on en parle ensemble, on le fera. Après, accessoirement, l'avantage c'est de travailler avec moi. Il y a le fonds ADEME Transition aussi, hein, qui est investi. Mais bon, tout dépend après des critères, d'éligibilité. Enfin, on tombe dans ces fameux, dans la bascule, ouais, dans la transition, oui. Enfin, si vous arrivez à défendre, mais là, ce qu'il faut convaincre, c'est qui? C'est le directoire, le COMEX. Donc c'est peut-être dans un monde à 4 degrés, dans un monde avec des ressources limitées. C'est déjà les faire réagir sur ce qui nous attend, sans catastrophisme. Voilà, mais avec réalisme. Ok, bon. Merci. Oui, enfin, moi je viens de Belgique. Est-ce que vous restez cantonné à la France ou bien vous prenez des projets aussi en dehors? Et pour la banque, est-ce que vous avez le passeport européen? Est-ce que des Belges peuvent devenir aussi clients? Pour les Belges, a priori, c'est oui. Et sinon, France? Non, Europe. Europe. Et continent africain? Europe. Merci. Merci à tous et toutes pour vos interventions. J'avais une question sur, en général, quand on investit, enfin dans les projets, notamment peut-être chez Kinest, quand tu investis dans un projet, tu le fais pas seul. Il y a souvent des co-investisseurs qui sont parfois lead. Et au crédit coopératif, ça doit être la même chose. Vous êtes beaucoup plus avancé dans les projets que vous sélectionnez, dans les critères, dans les retours, dans les indicateurs que vous demandez. Vous investissez pas que avec des gens qui pensent comme vous, a priori. Comment vous faites pour les embarquer vers votre direction, en fait, enfin, dans des critères qui sont plus ambitieux et comment vous élevez en fait tous vos partenaires vers cette direction? L'effet d'entraînement. Alors je vais être très très transparente sur ce sujet. Les dossiers, on les analyse quand il y a une problématique chez moi, donc dans mes services. Et quand on considère que c'est pas du tout la volonté de nos sociétaires, que c'est pas l'idée de ce qui a été décidé au sein de la banque, on ne fait pas. Par contre, on explique pourquoi et on prend le temps d'expliquer pourquoi et quelles auraient été les solutions. Et si on nous demande d'avoir un entretien, ben on échange et j'explique que aujourd'hui, ce critère-là, pour nous, c'est un critère qui est fondamental et on n'ira pas dessus. Et on ne pourra pas aller à l'encontre d'eux. Effectivement, je confirme qu'on co-investit systématiquement pour ne pas faire porter le risque uniquement sur une partie prenante, et notamment les citoyens qui financent les projets via notre plateforme. Et comment on essaie d'impacter les autres co-investisseurs? Typiquement, si on prend l'indicateur qu'on essaie de mettre en place, nous, sur le maximum de projets, qui est l'indicateur autour du dividende climat, aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui ont rejoint la méthodologie, mais pas tous. Et donc, typiquement, quand nous, on arrive en exigeant de la part de la société de pouvoir se mettre dans la méthodologie des dividendes climat et donc d'être en mesure de pouvoir produire tout simplement et distribuer ces dividendes climat, et bien quelque part les autres co-investisseurs qui eux aussi ont une part du capital sont intéressés bien entendu pour mettre en place cet indicateur, et s'ils ne l'ont pas encore fait, c'est dans leur intérêt de pouvoir aussi s'approprier cette méthodologie et de pouvoir du coup typiquement pour les projets éligibles dividendes climat pouvoir le proposer à leurs actionnaires. Donc ça, c'est une manière. Et ensuite, on s'implique dans la gouvernance. Donc concrètement, on a systématiquement une place au niveau du conseil d'administration de la société. C'est-à-dire que du coup, on a un pouvoir, non seulement bien sûr un droit de vote, mais aussi on a un pouvoir d'influence, puisque quand on siège au conseil d'administration, on peut, de par nos prises de position, de par en fait tout simplement notre prise de parole pendant ces assemblées, pouvoir influer sur à la fois la stratégie de la société et pourquoi pas sur les autres représentants des autres actionnaires qui sont autour de la table.
Merci à tous. On fait des grands signes derrière, donc les prochaines questions, on va les prendre en dehors de la salle. Merci à vous pour vos interventions et bon après-midi à tous.